Je suis ravi d'être parmi vous. Donc, quelle belle initiative de l'EREPI de vouloir s'arrêter sur ce concept, ce champ, ce domaine d'études qui sont les, euh, les médiations interculturelles. Alors, donc, euh, j'ai pas mal de choses à vous partager aujourd'hui. On m'a demandé de mettre la table de ce que sont, entre guillemets, les, euh, les médiations interculturelles que je vais utiliser au pluriel et je vais vous dire pourquoi. Alors, donc sans revenir à ma petite personne, je suis heureux de pouvoir participer et honorer à ce premier colloque sur les médiations interculturelles, dont j'espère avoir la suite et la suite et la suite, car on ne fait que poser le sujet et non pas le problème, parce que je ne sais pas si on aura suffisamment de temps de parler des problèmes épistémologiques, des problèmes d'application, des problèmes de reconnaissance, des problèmes reliés à ce champ ou ce domaine d'études. Alors donc, sans tarder, je vais vous partager un petit PowerPoint. Plaidoyer, pourquoi plaidoyer? Parce que ça fait quand même depuis 2008 que j'enseigne dans ce programme de maîtrise en médiation interculturelle de Sherbrooke. Je ne parle pas au nom de ce programme, loin de moi. Je vais seulement vous partager mon expérience et appuyer particulièrement par, par le travail, la réflexion et l'enseignement que j'ai fait depuis quelques années, et puis de par mon expérience aussi. Donc, cette intervention, cette présentation est largement inspirée du chapitre qu'on a écrit avec Michel Vaslar-Rossi sur l'espace de tension, les médiations interculturelles dans la société pluraliste du Québec, espace de tension, espace de créativité. Donc, je salue tous les collègues qui sont autour de la table et qui connaissent déjà ce texte-là, mais je vais essayer de le prendre comme toile de fond afin de vous poser quelques éléments. Donc, dans un premier temps, je vais faire un tour d'horizon des pratiques de médiation et des médiations interculturelles au Québec et en Europe, définir la médiation et les médiations interculturelles avec un point d'interrogation, présenter les dimensions du processus des médiations interculturelles, identifier les fondements éthiques et normatifs des médiations interculturelles et revenir sur le processus et cadres d'action en identifiant les compétences à développer. Et la dernière partie, ça serait pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors donc, le contexte européen est particulier par rapport à ces médiations. Il y a eu un engouement de l'Europe pour les médiations en situation des conflits d'abord, avec les institutions et entre citoyens. Ils ont été orientés vers ce type d'intervention due à la crise de sécurité, les montées de violence, et on a par là même commencé à former des médiateurs à différents niveaux et avec des tâches très différentes. Donc, on a commencé dès lors à parler en Europe à des métiers de la médiation. Donc, ils ont créé des réseaux internationaux des médiateurs professionnels, des réseaux des villes de médiation, ville médiation, le réseau des villes correspondants de nuit, comme on les appelle, et de la médiation scolaire. Donc, il y a eu plusieurs expériences, que ce soit en Italie, qu'en Espagne, qu'en France, par rapport à cela. Et d'autres villes médiatrices, comme on les appelle, Rennes, Saint-Denis et les villes européennes, etc. Donc, en Europe toujours, des compétences de base pour des acteurs ou intervenants en lien avec du public pour faciliter la compréhension ou l'échange. Donc, c'était dans cette perspective qu'il formait les médiateurs. Donc, on reviendra très souvent sur le concept, le mot, l'identification de la médiation qui est aujourd'hui encore un concept flou. Il y a encore un concept flou, notamment quand il s'agira des médiations interculturelles. Je reviendrai. Donc, une activité professionnelle s'est dégagée dans certains lieux ou certains moments pour établir la relation, prévenir le conflit. Alors, donc, c'est une activité professionnelle au sein d'une instance de médiation aussi. Donc, je pose les jalons de ce que c'est d'abord la médiation d'une façon assez brève
pour aller vers les médiations interculturelles. Donc, les éléments qui structurent la médiation, donc il y a un tiers qui va jouer le rôle du médiateur, il y a un processus qui est respecté et il y a la liberté des acteurs qui participent ou qui ne participent pas. Donc, sont présents à des degrés divers. Alors, l'émergence des médiations interculturelles au Québec, il faut nous mettre dans le contexte nord-américain. Hein. Donc, on pensait à développer la gestion des ressources humaines en entreprise. On voulait développer des gestions des problèmes avec des approches stratégiques. Au Québec, on va valoriser la résolution pacifique des conflits de par la nature de notre société québécoise. On a créé quelques instances, notamment l'Institut Pacifique, qui développe un programme vers le Pacifique et la médiation sociale. C'est à travers l'évolution sociale vers un contexte sécuritaire. Donc, on a commencé assez tard, si je puis dire, de nous intéresser à ces dimensions-là. Donc, on parle de justice réparatrice ici au Québec avec les différents organismes comme Equijustice qui traitent les règlements des différends et des conflits dans un cadre juridico-légal aussi. Et la médiation est mise de l'avant dans le nouveau code de procédure, comme vous le savez, ici au Québec. Donc, la médiation a pris une place de plus en plus grande depuis son développement. Et la naissance de formations universitaires aussi, notamment en droit, le PRD, dans la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, il y a la médiation familiale, l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec, l'IMAC, qui est un organisme accréditeur en médiation civile, avec une perspective légaliste, avec une perspective de droit. Donc, on a aussi la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui fait aussi de la médiation dans un cadre institutionnel. Et dernièrement, il y a eu la création de l'Association des professionnels en médiation interculturelle du Québec, que je salue ici, qui sont issus de l'Université de Sherbrooke, qui parlent, qui travaillent dans le cadre des médiations interculturelles. Peut-on définir la médiation? Peut-on la définir? Alors, lorsque le sens donné à la médiation n'est pas précisé, elle est très souvent reliée au conflit et à leur résolution. C'est la conscience collective que nous avons de ce concept-là, de cet aspect qui est pour nous, dans les médiations interculturelles, une partie de l'intervention qu'on utilise. En général, la médiation s'y finit être au milieu d'eux. Dans ce sens, le médiateur est situé entre deux personnes, deux parties en conflit. Donc, le positionnement entre est au cœur du conflit. J'insiste au début sur le conflit parce que c'est l'inspiration, si vous voulez, qui a incité l'utilisation ou permis l'utilisation de la médiation dans le cadre conflictuel entre deux personnes, deux parties, des institutions et des individus. Donc, on peut la définir dans ce cadre-là comme méthode de règlement de conflit et mode de régulation sociale des normes, des valeurs, des règles, des attitudes et pratiques qui vont assurer le vivre ensemble. Donc, il y a toujours l'esprit, l'idée du conflit. Par extension de ce type de médiation conventionnelle et à la médiation du lien social, on note un élargissement des définitions. D'accord? C'est aussi un processus de création, de réparation du lien social et de règlement des conflits dans la vie quotidienne. Il y a un tiers impartial et indépendant qui va tenter, à travers l'organisation d'échanges entre les personnes ou les institutions, à les aider à améliorer une relation ou à résoudre un conflit qui les oppose. Donc, c'est une définition qui est très utilisée au niveau de l'Europe. Alors, dans ce cadre-là, il y a, je pose un petit peu la table, hein, si vous permettez, de ce qu'on entend de la médiation avant de parler davantage de ce que mangent en hiver les médiations interculturelles. Donc, 4 éléments clés, si vous voulez, pour cette perspective. Il y a l'envie d'avoir une logique de dialogue, la logique de responsabilité, la liberté des personnes, complexité des situations qui sont
prises en compte. Donc, dans ce cadre-là, au Québec notamment, et dans cette perspective, la perspective valorisée pour travailler, intervenir dans les médiations interculturelles, l'humanisme est davantage privilégié. Donc, et on se centre davantage sur la personne. Quelques catégories rapidement de médiation. La médiation conventionnelle en remplacement et en dehors de l'intervention du juge. On parle de médiation sociale, la médiation familiale, le règlement des différends, la médiation citoyenne qui s'intéresse aux conflits de voisinage. En passant, je salue les collègues d'Equijustice qui font un travail merveilleux au Québec, à travers tout le Québec. Il y a un service de médiation de la Commission des droits de la personne, de la jeunesse, qui est une médiation institutionnelle. La médiation culturelle, un mot qui pose une certaine ambiguïté entre les médiations interculturelles et la médiation culturelle. La médiation culturelle désigne le processus de mise en relation avec les sphères culturelles et sociales, la construction de nouveaux liens entre politique culturelle et espace public. Elle chapeaute un vaste ensemble de pratiques et vise ultimement de faire de chacun un acteur culturel. Ce n'est pas de la médiation interculturelle. On s'intéresse davantage à faire le lien entre la culture avec un grand C et les citoyens ou les acteurs. On parle aussi de médiation scolaire où intervient très souvent pour justement régler certains conflits entre pairs, entre enseignants et enseignés, et la médiation du lien social, donc sur un territoire qui se pratique, sur un territoire, pour favoriser les relations entre les personnes et avec les institutions dans les espaces publics. À travers cette médiation, on essaie de prévenir, d'anticiper, d'intervenir en situation de conflit. Alors, la parenté à plaisanterie ou cousinage en Afrique de l'Ouest, je ne sais pas si vous la connaissez, je vous invite à aller la découvrir. C'est une façon de rapiécer les liens, de refaire les liens en se moquant les uns des autres, sans pour autant qu'ils soient des insultes directes. On pratique cette médiation en Afrique de l'Ouest pour refaire le lien. Médiation sur les espaces urbains de quartier, médiation de nuit par exemple. Alors, je vais rapidement pour vous donner quelques exemples de médiation de lien social. On pratique la médiation dans les habitats collectifs, les HLM, les médiations socioculturelles, les femmes relais pour les populations immigrantes. Souvent, des médiateurs issus des milieux vont être appelés à jouer ce rôle de médiateur. Comme vous le savez aussi, d'autres catégories qui sont reliées à la médiation judiciaire civile qui peut être ordonnée par un juge, d'accord, et dans le cadre de la justice réparatrice. Donc, les médiateurs professionnels sont encadrés sur un plan juridico-légal. Alors, sur le plan international, pour terminer avec ce petit panorama, au niveau international, il existe aussi des médiateurs de la République en France, au Bénin, médiateurs de l'éducation nationale, médiateurs du Royaume au Maroc dernièrement, médiateurs de ville, délégués de proximité. Et à travers toutes ces médiations, on vise à humaniser la rigueur de la loi. D'accord ? Donc, c'est pas mal dans le cadre rigoriste de la loi qu'on essaie d'humaniser. Et tous participent à l'évolution des pratiques administratives et par leur analyse critique. Donc, il y a une mission professionnelle et politique de la médiation. Alors, la médiation versus les médiations. Pourquoi j'utilise davantage les médiations et non pas la médiation ? La médiation, elle, renvoie à un processus formalisé, encadré par un code d'éthique et des formations, voire code d'éthique ici et en Europe. Les médiations, elles, réfèrent aux différents domaines d'application du processus familial, scolaire, citoyen. Donc, lorsque j'aime utiliser les médiations au lieu de la médiation, c'est pour permettre justement l'application de ce rapprochement, et on va arriver au rapprochement interculturel entre les acteurs, quels qu'ils soient. Donc,
la mettre et l'utiliser au singulier la restreint et lui exige, aux médiations interculturelles, exige un encadrement qui va la limiter et qui va limiter les agents, qui va limiter les professionnels en médiation interculturelle à se prévaloir des pratiques, du travail qu'ils ont à faire dans le cadre d'un processus d'intervention, le processus générique de médiation interculturelle qui est l'analyse, la planification et l'action. Donc, pour les acteurs des médiations, ils peuvent être des citoyens, des acteurs impliqués, voire militants, des professionnels autres, et des professionnels de la médiation et des professionnels des domaines de médiation. Et on arrive aux médiations interculturelles. Désolé si c'était un peu long, cette première partie, mais je veux faire la distinction entre la médiation prise d'une façon institutionnelle dans notre conscience collective et les médiations interculturelles. Est-ce un type de médiation? Est-ce une médiation dans une situation interculturelle? Alors, nous, on l'utilise, nous, quand je dis nous, avec les collègues autour de la médiation interculturelle à l'Université de Sherbrooke, avec Michel et les gens qui ont travaillé bien avant que j'arrive en 2008. C'est plutôt un domaine élargi, encadré par une approche à la fois interculturelle et de médiation. Alors, j'ai pris un petit morceau du texte pour vous dire qu'il faut comprendre que le domaine des médiations interculturelles, même s'il ne semblerait pas encadré comme on l'entend dans le cadre des médiations classiques standards, il est idéologiquement, socialement et conceptuellement situé, mais plus encore qu'il oriente le regard qui sera porté sur la diversité, l'identité et la cohésion sociale dans cette société. Donc, regardez où ça ouvre un peu plus que le domaine du conflit. Donc, même si on va toucher plusieurs éléments, plusieurs domaines, plusieurs dimensions, on va parler de médiation interculturelle. Donc, c'est un croisement des deux approches. Dans le cadre d'une complexité, alors que les acteurs ont la liberté, la présence d'un tiers qui vont faciliter le processus de rapprochement. Donc, on utilise davantage le mot rapprochement interculturel et je pourrais les mettre au niveau pluriel aussi, les rapprochements. À travers ces médiations interculturelles, on se doit de faire une lecture des différentes dimensions de la situation dans la dimension culturelle et assez présente. Je parle de plusieurs dimensions qui doivent être prises en compte afin qu'on puisse aboutir et mener, dans le cadre d'un processus de médiation interculturelle, l'action. Et c'est une action qui va permettre très souvent l'échange, les échanges, le lien, le dialogue, le rapprochement, la compréhension, la prévention et la résolution des différends aussi. Donc, la possibilité de vivre avec des différences. C'est une des particularités, comme je vais le démontrer, du Québec qui, pays d'immigration, pays de diversité, pays de vouloir vivre et meilleur vivre ensemble, de connaître, reprendre à son compte la compréhension différenciée que l'Europe de ces différences. Ici, c'est la dimension interculturelle qui est privilégiée comme fondement épistémologique. Et quand on parle de dimension interculturelle, on s'intéresse davantage aux porteurs de culture et non pas de la culture en tant que telle. Et tout cela se traduit par un processus d'action dont les modalités et objectifs sont, comme je l'ai signalé tantôt, les échanges, le lien, le dialogue, le rapprochement, la compréhension, la prévention et la résolution des différends, le mieux vivre ensemble. Donc on peut se poser la question, est-ce que tout cela, toutes ces modalités doivent être prises en compte par les médiations interculturelles? Oui, peut-être pas en même temps, mais l'un après l'autre, dépendamment de l'objectif de la médiation qu'on a à faire. Entre une médiation familiale, sans qu'elle soit la médiation familiale classique, oui, bien entendu, on va pouvoir utiliser ces différents éléments, ces différentes modalités afin d'arriver à ces objectifs, à cet objectif ultime de rapprochement entre les institutions et les individus, entre les personnes, etc. La grande finalité de ce domaine est la construction, ou plutôt la co-construction d'un pont entre des personnes, des groupes, des institutions qui s'ignorent, ont des préjugés, sont en situation de
mécompréhension, voire de conflit. Donc, en parallèle avec l'Europe, où on va invisibiliser la dimension culturelle, comme en opposition à ce qu'on le fait ici au Québec, au Canada, au Québec, où on va valoriser la différence culturelle. C'est une spécificité culturelle qu'on dit dans l'article, et moi j'y crois fermement. C'est une spécificité québécoise qui valorise davantage cette dimension culturelle. Donc, tous ceux où s'actualise l'indifférence, l'incompréhension, les préjugés, ça c'est les espaces des médiations dans lesquels on peut travailler, donc où il y a des préjugés, des discriminations, des conflits, incluant une dimension culturelle. Donc, on la ramène très souvent, mais je ne vais pas m'arrêter au niveau de le concept de culture ou ce qui est culturel. Je m'intéresse davantage dans cette présentation, quand j'utilise l'interculturalité, c'est les porteurs de culture auxquels on s'intéresse, qui ne sont pas uniquement des personnes issues d'immigration, on s'entend. Donc, on va travailler les médiations interculturelles dans le quartier, l'entreprise, l'école, le centre de santé, la famille, l'institution, la loi, les programmes et politiques, les relations internationales. En m'écoutant, les gens vont dire, écoutez, c'est trop demandé aux personnes qui travaillent dans le cadre des médiations interculturelles. Oui, mais c'est un domaine en construction, c'est un domaine qui se développe tranquillement. Il va falloir intégrer ces différents éléments qui se travaillent, notamment au Québec, dans les organismes communautaires notamment. Les gens travaillent l'interculturalité sans pour autant qu'ils se désignent en tant que médiateurs interculturels. Donc, on ajoute pour dire que tous nos espaces de vie sont des espaces de médiation. Mais attention à l'amateurisme. Attention, tout le monde ne peut pas se prévaloir être médiateur. Les gens qui sont autour de la table, en majorité, des présentateurs ont passé quand même 2 ans de formation dans une institution académique qui octroie un diplôme qui permet justement de se prévaloir de savoir-faire, de savoir-être pour agir en tant que responsable professionnel. Donc, des exemples et je vais passer rapidement, il y a des médiations famille-école, médiation dans le domaine de l'employabilité, médiation intergénérationnelle, médiation artistique, médiation culturelle, et vous allez les voir d'ailleurs dans les présentations qui vont suivre, où on applique les médiations interculturelles dans différents espaces grâce aux présentations qui vont suivre tout à l'heure. Donc, les compétences des médiateurs et médiatrices, c'est qui ont développé une lecture complexe et multidimensionnelle des situations interculturelles. Ils vont jouer le rôle de tiers, d'intermédiaire, de vecteur, permettant le rapprochement et la meilleure compréhension. Donc, on utilise très souvent l'exemple de pont, d'accord? Les médiateurs ne sont pas des constructeurs de ponts, ils sont des co-constructeurs de liens. Ils vont co-construire avec les personnes avec lesquelles ils interagissent. Ils sont polyvalents, compétents, ils peuvent aider à rapiécer le tissu social, tricoter pour recréer le lien, innerver l'espace-temps communautaire et le langage. Donc, je passe rapidement pour aller vous dire donc une carte conceptuelle des médiations interculturelles qui va faire le lien entre les habitudes, les attitudes et habiletés. On va développer, apprendre, se transformer. On suit un processus avec une délibération, un jugement critique et éthique, avec une communication, prise de décision partagée, avec une co-construction de l'action, avec des conditions préalables relatives au temps, à l'espace, à la liberté et le savoir théorique et analytique. Donc, on ne va pas se prévaloir médiateur sans pour autant avoir une certaine formation qui peut se faire aussi sur le terrain, mais encadrée par d'autres. Donc, les médiations interculturelles qui présagent la création, la co-création de pans pour des partages, des échanges, sont dans notre cadre d'intervention. Alors, donc, je passe rapidement pour aller terminer avec les cadres d'action des médiations interculturelles. Donc, les médiations interculturelles
ne font pas uniquement le règlement des conflits et des différends. On fait de la prévention, de la promotion, de la sensibilisation, la défense de droits, y compris les règlements de conflits. Donc, la médiation au milieu avec ces éléments qui sont en lien avec le temps, donc la temporalité, les populations, les objets de l'intervention. Donc, ces différents cadres ont des caractéristiques qui vont nous permettre de dire, ben, écoutez, je vais faire de la promotion du vivre ensemble dans un cégep. Comment je vais pouvoir m'y prendre? Donc, lorsqu'on parle de promotion, faire la promotion du vivre ensemble et de l'ordre des médiateurs interculturels qui vont pouvoir travailler dans ce cadre-là. Alors, je vais terminer avec quelques interrogations de l'équilibre instable du médiateur interculturel. Donc, dans ce processus, le médiateur interculturel se trouve dans une posture instable et dynamique. Donc, il peut être un équilibriste sur le fil de ses convictions dans le pluralisme et l'interculturalisme et le rapprochement. Donc, il est entre le thérapeute et le diplomate. Il est entre le militant et le tiers neutre, entre le sociologue et le travailleur social, entre le gestionnaire et l'élu. Ce n'est pas un juge, d'accord? Ce n'est pas entre le patron et le syndicaliste, entre le visionnaire et le technicien. Donc, c'est une position assumée et revendiquée de celui qui est entre. Et c'est avec toute humilité qu'on doit l'avoir. Donc, celui qui va intégrer l'altérité dans un espace de dialogue et de critique. Donc, si on peut continuer pour aller plus loin, suite à cette présentation rapide et saccadée, j'en conviens, il faut continuer la réflexion tout en agissant dans le respect de la dignité humaine. Donc, au cœur de notre intervention dans les médiations interculturelles, je ne dis pas qu'elle n'est pas présente pour les médiations standards, que la dignité humaine est au cœur de ce travail de rapprochement. Les médiations, c'est une perspective et modèle d'action et un savoir-faire, un savoir-être. Et j'ajoute avec ça, c'est aussi un savoir-dire. Les médiations, c'est un quasi-concept qui demeure un concept instable. Il faut revenir là-dessus pour l'interroger, pour le réactualiser. Par le temps d'un agent de rapprochement qui est médiateur, d'un technicien de médiation, allons-nous développer les SOS médiation si on appuie sur un bouton pour pouvoir faire de la médiation? Ça existe, ça existe, SOS médecin. Alors, j'invite à revisiter l'esprit de la médiation en lien avec celui des médiations interculturelles. Est-ce une profession ou un métier? La jeunesse des médiations interculturelles au Québec, malgré le travail réalisé dans le domaine de l'interculturel, en est dans les débuts de développement de ce champ d'expertise. L'importance du contexte sociopolitique dans la définition des professions et des processus en lien avec les médiations interculturelles est important. Je ne suis pas en train de cultiver la vision angélique des médiations interculturelles, mais j'invite les personnes qui travaillent dans le travail du rapport à l'autre à pouvoir aller voir de quoi elle se développe, comment on peut la développer ensemble pour pouvoir redonner à l'humain sa dignité, pour être reconnu, pour être valorisé, pour être respecté. Et dans le cadre, le fond des médiations interculturelles, c'est davantage mettre en lumière ces dimensions-là. La médiation est concevable lorsqu'une relative égalité des parties leur permet de communiquer, car le médiateur n'a pas pour vocation de rééquilibrer les plateaux de la balance. Ce n'est pas son travail. Donc, attention à l'amateurisme. On n'est pas en position d'imposteur, les gens qui sortent des médiations interculturelles de l'école. On a un savoir-faire, on a un savoir-être qu'on va développer. La reconnaissance et le besoin de reconnaissance est nécessaire, mais cela passe et part par l'individu lui-même en développant cette assurance, en essayant de suivre des formations continues et être son propre outil d'intervention est nécessaire pour appliquer la réflexivité continue. Je termine, et je vais m'arrêter avec ça, avec une citation sur l'esprit
l'esprit de la médiation. Donc, je me suis approprié cette citation de Jacques Forget, qui écrit médiation avec un T au milieu. Alors, je vous lis. À une lettre près, le mot médiation nous invite à la profondeur d'une réflexion. Et moi, je change médiation interculturelle pour médiation. Voilà un mot abusé, prostitué, qu'on utilise sans doctrine d'emploi au gré des discours politiques comme un mot en mot de passe pour donner corps à l'imaginaire démocratique. Il est vrai que le consensus social ne peut s'organiser qu'autour de notions vagues, portées un peu plus bas, un peu plus haut, par le ressac de la vie politique et des nécessités administratives. Malgré son action institutionnelle, le champ de la médiation reste un terrain vague, notamment les médiations interculturelles restent un terrain vague, sans encore de palissade conceptuelle claire pour l'entourer, où les enfants de la balle, ceux qui font de la médiation aujourd'hui interculturelle, certains jouent ingénument, tandis que d'imposants promoteurs ourdissent de vénaux projets. Donc, revenir et réactualiser l'esprit de la médiation est nécessaire. On y croit ici au Québec, on le développe comme on peut, faire confiance à notre savoir-faire, notre savoir-être et notre savoir-dire pour travailler ensemble ce rapprochement interculturel qui va avoir de plus en plus d'essor vu notre diversité, vu notre engouement à faire venir du monde de l'extérieur. Et j'invite tous ceux et celles qui se prévalent d'agents interculturels, de médiateurs ou de conciliateurs, etc., à prendre en charge justement ce travail collectif qui ne fait que commencer. Et on se souhaite bonne chance.